Bonjour et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Guillemant, venu donner une conférence au Centre Védantique Ramakrishna dans le cadre du cycle Sciences et Spiritualité sur le thème « La double causalité, une approche de la conscience par la physique de l'information » avec aujourd'hui un angle particulier sur le hasard. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Guillemant, vous avez une double formation d'ingénieur et de physicien. Vous êtes chercheur et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle. Vous avez dirigé d'ailleurs plusieurs thèses de doctorat sur ces sujets. Et vos travaux ont débouché sur la création de plusieurs entreprises innovantes et créatrices d'emplois dans les domaines du médical et de l'industrie qui vous ont valu plusieurs distinctions, dont le cristal du CNRS. Vos brevets et publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l'information dérivées de la théorie du chaos que vous avez appliquées à la reconnaissance de formes, à l'analyse des mouvements des yeux et à la caractérisation de l'activité cérébrale. Vous effectuez des recherches fondamentales en physique de l'information en liaison avec la théorie de la double causalité. Vous trouvez le temps d'écrire et vous avez publié La route du temps, où sous forme de roman, vous vulgarisez la théorie de la double causalité, vous faites le pont entre science et spiritualité en abordant un thème qui vous est cher, la synchronicité. Alors tout d'abord, Philippe Guillemant, pouvez-vous nous dire ce qu'est cette théorie de la double causalité où on approche la conscience par la physique de l'information ? D'accord. Alors tout d'abord, je voulais juste rectifier un point. Je ne suis pas directeur de recherche au CNRS, mais à l'université, c'est-à-dire à travers une habilitation à diriger des recherches. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Ensuite, d'accord, bon, je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Alors, la théorie de la double causalité part de l'idée, qui est de plus en plus reconnue comme sérieuse, que donc nous vivons dans un espace-temps où le futur serait déjà réalisé, mais encore susceptible d'évoluer. C'est-à-dire que nous avons d'un côté la mécanique quantique qui tente à nous expliquer que donc, nous évoluons dans le présent, mais tout en découvrant que certains phénomènes sont indépendants du temps, et nous avons de l'autre côté la relativité générale qui nous enseigne que nous vivons dans un espace-temps qu'on appelle un univers bloc et qui ne peut être conçu que comme étant déjà réalisé et toujours là dans le passé. Parce que pour cette théorie, le présent ne peut pas exister. Tout simplement parce qu'il n'existe aucun présent commun à tout le monde et que si on arrive à capter le présent, il pourrait être considéré d'un autre point de vue comme étant pas encore réalisé, et d'un autre point de vue comme déjà réalisé. Donc le présent n'est pas une notion. En physique, ça ne signifie plus rien, on peut même s'en débarrasser. Et donc, on a quand même un gros problème de compatibilité entre la mécanique quantique et la relativité générale. Et il y a une idée qui se détache de tout ça, sachant que toutes ces deux théories sont favorables à l'idée que le temps n'existe pas, on le sait depuis longtemps, chez Einstein, confirmé par la gravité quantique à boucle. On le redécouvre aujourd'hui en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il semblerait que le temps soit un phénomène qui n'apparaît qu'au moment de l'observation, lorsque les événements s'enchaînent, les observations s'enchaînent les unes les autres. Et donc, si on part de cette idée que le temps n'existe pas, pour réconcilier les deux théories concurrentes, incompatibles, on se retrouve dans un espace-temps où tout est déjà là, mais en même temps, rien de précis. C'est-à-dire que la réalité future est composée d'un champ des possibles qui n'est pas défini de façon précise. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il y avait plusieurs espaces-temps enchevêtrés les uns dans les autres. Et la théorie de la double causalité consiste à dire que nous pouvons passer de l'un à l'autre et que ce franchissement d'espace-temps que l'on fait, on le fait par la conscience.
C'est quoi la conscience pour un scientifique ? Alors, pour un scientifique, la conscience est un phénomène qui est totalement incompris. Ah. D'accord ? Alors pour vous ? Les scientifiques les plus matérialistes vont jusqu'à dire que la conscience émerge du cerveau. Bon, pour moi qui suis très matérialiste, il est clair que la conscience n'est pas un produit du cerveau. Je sois très matérialiste, lorsqu'on va jusqu'au bout du matérialisme, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et donc, nous évoluons à l'intérieur d'un espace-temps qui, au niveau individuel, correspond à un tunnel invisible. Et notre conscience, le rôle de notre conscience, c'est de pouvoir nous faire basculer d'un tunnel à l'autre, c'est-à-dire de nous faire passer d'un espace-temps à un autre. Voilà. Or, lorsque nous faisons ça, nous modifions notre futur. Et en fait, c'est par la modification de notre futur que ça se fait, puisque tout cela dépend de nos intentions. Or, vous ne pouvez pas modifier votre futur sans modifier le passé qui précède ce futur, d'où la notion de rétrocausalité. Et d'où l'émergence de la théorie de la double causalité. Voilà. Donc cette notion de rétrocausalité, donc où le futur va modifier notre présent, voire notre passé, provoquant alors ces fameuses synchronicités dont nous avait parlé François Martin. Comment expliquer cela en termes simples ? Parce que même Stephen Hawking, vous disiez, explique à ce moment-là, nous pourrons même recréer notre passé. Donc ça devient un petit peu compliqué. Le futur existe déjà, il a une incidence sur le présent, voire sur notre passé. Oui, alors il est vrai que depuis que Stephen Hawking a osé émettre cette idée-là, d'autres physiciens, maintenant, n'hésitent plus à faire des déclarations doucement, doucement, selon lesquelles le passé également pourrait changer. Tout cela vient du fait qu'en fait, comme le présent n'existe pas, créer des modifications dans le futur sans que le passé puisse être affecté n'aurait pas de sens. Il faudrait avoir une bonne raison de différencier le passé et le futur, et on n'en a pas puisque la physique élimine le présent des équations. D'accord ? Donc, concevoir un futur qui évolue sans que le passé puisse évoluer est quelque chose qui tient pas bien la route. Donc, par contre, étant donné que le passé a déjà été vécu en conscience et que dans le présent, il s'ensuit d'innombrables traces du passé, on peut très bien imaginer que le passé pourrait évoluer, mais beaucoup moins, infiniment moins que le futur. Voilà. Et donc les physiciens les plus raisonnables préfèrent dire qu'on a affaire à simplement une instabilité du passé. C'est-à-dire que le passé pourrait être altéré, mais pas modifié à une échelle aussi importante que ce qui arrive dans le futur. Et la remise en cause de ces notions de temps qui entraînent un questionnement par rapport à notre libre arbitre. Oui. Vous disiez non à des univers parallèles, mais peut-être oui à la théorie des cordes. Les univers parallèles viennent de la théorie des cordes également. Les univers parallèles, c'est une théorie qui vient de deux théories, en fait, de la théorie du multivers et de la théorie des univers parallèles. Les univers parallèles de la théorie des cordes, le problème c'est que la théorie des cordes ne nous apporte pas les informations qui nous permettent d'interpréter de quels univers il s'agit. Et donc, en même temps que cette théorie, on a une indétermination totale sur les paramètres de réglage. Je crois qu'il y en a 10 puissance 500 possibles qui nous permettraient de définir dans quel univers on se trouve. Et par ailleurs, on n'a absolument aucune preuve du fait que ce paramétrage serait fixe une fois pour toutes et que donc nous vivrions prisonniers à l'intérieur de l'un de ces univers. Donc moi, je pense que non. Je pense que nous sommes tous ces univers-là, tous ces univers-là, tous ceux pour lesquels au moins les constantes de la physique sont les nôtres, tous ces univers nous appartiennent à nous et sont justement l'expression du potentiel de notre libre arbitre. C'est-à-dire que ce que la physique ne parvient pas à déterminer concernant le futur, via la causalité, est déterminé par la conscience. Donc la causalité et la conscience, sous forme des intentions,
ont un rôle à jouer complémentaire dans la construction de notre réalité future. C'est ça, ce sont nos intentions présentes qui permettent de modifier notre tunnel d'espace-temps. Voilà, c'est cela. Et c'est là où vous faites bien le parallèle, le chemin qui va de la science à la spiritualité. Oui, parce que à partir du moment où l'on admet, mais bon, c'est à la force de l'évidence, d'un côté, si on regarde la physique, et notamment le fait que le hasard qu'on découvre en physique s'interprète mieux en termes de libre arbitre qu'en termes de Dieu qui joue au dé. Hein, si on regarde ça d'un côté, et qu'on regarde de l'autre côté, donc toutes les connaissances que peuvent nous apporter, qui peuvent nous être apportées hors champ, hein, donc si on regarde dans les sciences humaines jusqu'aussi dans les savoirs ancestraux, etc. Bon, on peut faire une évidente et rapide synthèse qui peut nous amener à la quasi-certitude que le changement d'univers, c'est l'affaire de la conscience. Est-ce que c'est cela qu'on appelle les dimensions supplémentaires, qui permet le choix et ce libre arbitre justement parmi tous les choix possibles existants du futur? Alors si effectivement nous vivons, ce que je pense qui est le plus probable, dans un univers qui pourrait avoir 9 dimensions spatiales par exemple, 10 au total, donc la navigation, notre navigation à l'intérieur de ces dimensions supplémentaires se ferait dans ce que j'appelle notre espace intérieur, et donc serait sous le contrôle du mental, se ferait sous le contrôle du mental. Je précise, du mental, pas de l'esprit. Et donc nous naviguerions dans l'espace extérieur dans 3 dimensions, et nous naviguerions dans l'espace intérieur dans 6 dimensions spatiales supplémentaires, qui sont des dimensions qui sont toujours enroulées, des dimensions toujours enroulées. Si on regarde les théories à dimensions, il n'y a pas que la théorie des cordes, la théorie de Cahuzac-Klein. On a toujours affaire à des dimensions enroulées, infiniment petites, invisibles, et qui seraient les dimensions de l'espace intérieur. Merci Philippe Guillemot. Chers auditeurs, retrouvons-nous pour la deuxième partie de nos entretiens qui porteront sur le thème la double causalité. Chers auditeurs, à bientôt.